Il est chef d'entreprise, coach en développement personnel, manager, promoteur culturel, MC. Nous l'écoutons tous les jours de lundi à vendredi entre 6h et 9h sur la 90.3 FM Radio Balafon. Aujourd'hui, j'ai le privilège, j'ai l'honneur de le recevoir sur ce plateau, désormais carrefour des célébrités. Monsieur Cyril Bojiko, bonjour et bienvenue. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Et vous? Je vais bien, merci de vous en inquiéter. Non, je ne m'en inquiète pas. Notre entretien portera beaucoup plus sur l'entrepreneuriat. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous êtes entré en entrepreneuriat et dans quel contexte? Bien, dans un contexte comme celui-ci, il n'a pas beaucoup évolué, même si aujourd'hui, il y a quand même un nombre très élevé de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est vrai, il faut le remarquer. C'est d'ailleurs à saluer. Je deviens entrepreneur parce que d'abord entrepreneur depuis le bas âge. J'ai toujours voulu faire plus que ce qu'on me demandait. Lorsqu'on me demandait de faire une chose, j'en fais toujours plus que ce qu'on m'a demandé. Ça m'a toujours caractérisé. J'aime pas le vide. J'aime les combler. J'aime boucher les trous. Vous voyez? Lorsque dans une organisation, quelqu'un est défaillant, même si je ne suis pas à sa place, je vais faire son travail à sa place, ou je vais l'aider, tout était comme ça. Ça m'a caractérisé. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à la CRTV que je sois nommé chef de service, parce que ayant été recruté en 2002 à la CRTV et confirmé en 2003, j'ai été nommé, je crois, en 2005 ou 2006. Parce que justement, le chef de chaîne s'était rendu compte que simple animateur, j'étais à la rédaction, je faisais des papiers, je faisais des couvertures médiatiques, je faisais des programmes, je faisais ceci, je faisais cela. Je proposais des musiques pour la programmation musicale. Il m'a fait nommer chef de service de la programmation musicale et de l'animation. Et bon, je crois que c'est un peu comme ça que je suis. J'aime être utile. J'aime être utile et j'aime rendre service. Et c'est parce que j'aime rendre service justement qu'à un moment donné, je me retrouve en train de créer mes propres entreprises dans le but de rendre service. Vous avez vu aujourd'hui avec l'expérience de Radio Balafon que je ne joue pas les boss, je bosse. Je suis patron, mais je suis à l'antenne tous les jours parce que je veux rendre service. Je pense que la notion de l'entrepreneuriat, c'est d'abord ça, rendre service. Et pour moi, l'entrepreneur et l'entrepreneur sont tous pareils parce qu'ils rendent service si tant est qu'ils maîtrisent l'idée du projet qu'ils portent. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire de Capricorne, Radio Balafon et bientôt Balafon Télévision. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face dans l'implémentation de la mise sur pied de cette structure? Je peux dire, vous savez que c'est comme demander à une femme qui a accouché et dont l'enfant est devenu ingénieur, quelles sont les difficultés qu'elle a eues pour devenir maman. Lorsque le résultat est là, on oublie. Je pense que chaque obstacle est l'occasion d'apprendre quelque chose. Pour moi, la difficulté, c'est quand on ne peut pas la surmonter. Dès qu'on la surmonte, elle n'est plus une difficulté. Elle n'est qu'une étape qu'on a franchie. Donc si j'ai réussi aujourd'hui à être là où je suis, c'est qu'en fait, je n'ai pas rencontré de difficultés. Mais rien de grand ne s'obtient facilement, il faut le savoir. Rien de grand ne peut s'obtenir facilement. Ce n'est pas en dormant dans son lit que le succès viendra vous trouver là-bas. Ça peut arriver pour ceux qui sont prédisposés à ça. Mais je pense qu'il faut être en quête d'excellence quotidienne, en quête d'excellence permanente. La grandeur, ce n'est pas être plus grand que les autres. La grandeur, c'est être plus grand que ce qu'on a été hier. Vous voyez un peu? C'est être plus grand que soi. Repousser ses limites, transgresser ses peurs, libérer ses énergies, affronter les obstacles, les difficultés et se dire rien n'est impossible à l'homme tant qu'il croit en lui. Vous avez de nombreux employés qui sont sous votre responsabilité, à votre charge. Parvenez-vous à couvrir les ressources financières, les charges financières à partir de votre média, sachant qu'il y a des entreprises qui ne communiquent presque pas et certaines qui communiquent mais ne payent pas les factures à temps? Chaque entreprise a sa réalité. Mais je pense qu'il est question de maîtriser d'abord la notion d'entreprise. Et c'est un peu là où parfois je me suis contre des gens qui font croire aux étudiants qu'ils peuvent sortir de l'école et créer des entreprises. L'entreprise, c'est une machine, c'est un système, c'est un environnement qui est codifié. C'est des enjeux à court, moyen et long terme. C'est des grands enjeux. Lorsqu'on crée une entreprise, lorsqu'elle a démarré, on n'est plus propriétaire. Elle appartient à ceux
qui en sont les usagers, elle appartient dans un premier temps à ceux à qui elle rend service, dans un deuxième temps à ceux qui la servent et enfin à vous. Vous n'êtes qu'une partie du système. Pourquoi? Je prends un exemple simple. Je décide, je viens dans cet endroit, je constate qu'il y a un besoin en fourniture de denrées de première nécessité et que les habitants de ce quartier font de longues distances pour chercher du pain, de l'huile, du beurre, du sucre, du fromage, les médicaments, et ainsi de suite. Je crée ici une boutique dans laquelle je vends toutes ces choses-là. D'abord, pour rendre service, parce qu'il y a un besoin. Les gens n'iront plus très loin. Ils peuvent être à la maison, ils ont besoin de sucre, ils viennent acheter sans parcourir une longue distance. Parce qu'ils sont capables de dormir sans manger, parce qu'il n'y a plus de cube et que le cube se trouve à 20 km de là. Vous voyez que je rends service. Il y a déjà un contrat établi entre eux et moi. Il y a une habitude qui s'installe et un mode de vie qui s'installe. C'est moi qui l'ai initié. J'ai des gens qui travaillent dans cette boutique, qui mettent tous les jours les provisions à la disposition des clients. Vous voyez maintenant, qui suis-je? Je ne suis que l'initiateur du projet. Je ne suis pas le bénéficiaire direct. Je ne suis pas la cheville ouvrière. En ce moment, vous devez avoir l'humilité de comprendre que vous avez eu l'idée. Vous avez érigé l'idée en projet en réalisation. Maintenant, faites-vous petit. Chérissez ceux qui font tourner la machine, qui sont vos collaborateurs. Respectez ceux qui donnent du sens à votre entreprise, ceux qui viennent acheter des produits et qui en tirent des bénéfices. Quand c'est dans votre tête, une fois que c'est dans votre tête, imaginez un instant que vous décidez de fermer parce que c'est votre anniversaire, aujourd'hui vous fermez la boutique. Vous voyez comment votre anniversaire va faire du tort à des centaines d'habitants du quartier qui doivent aller chercher du pain à distance. Vous voyez la rupture du contrat qui est entre vous. Ils n'ont pas été habitués à la fermeture. Vous avez des fermetures fantaisistes. Parce que vous avez eu deuil au village, vous fermez la boutique. Vous voyez les conséquences. Voilà. À partir de là, maintenant, vous allez prendre la mesure de la chose et comprendre que ça ne dépend plus de vous. Elle doit tourner cette machine parce qu'elle rend service aux gens. Elle doit tourner cette machine parce qu'il y en a qui sont venus à vous pour la faire tourner. Vous devez être l'alpha et l'oméga, le centre névralgique, l'épicentre du système, surtout de qui tout tourne. Et quand vous avez de mauvaises humeurs, vous fermez. Quand c'est bon, vous ouvrez. Non, c'est plus ça. Et à partir de là, vous allez comprendre que ceux qui travaillent pour vous, en fait, ceux qui travaillent pour vos clients, doivent être traités avec beaucoup de respect. Car c'est eux qui vont donner du sens au travail, donnent de la valeur à la machine. Et maintenant, le client qui vient doit être respecté, traité avec beaucoup de décence et de courtoisie, avec beaucoup d'humilité. Parce que c'est parce qu'il vient que la machine a un sens, que votre boutique a une valeur. Vous comprenez que, vous voyez que votre rôle, regardez où on vous a relégué. C'est ça le vrai patron. C'est celui qui a compris les enjeux. C'est celui qui a compris le système. Celui qui a compris le contrat avec les autres. Alors, comment donc je fais? Eh bien, j'ai pris conscience de ces mesures-là, ces aspects des choses-là. Et vous voyez quoi, tout le monde, autour de moi, tout le monde est content. Je travaille pour mes collaborateurs, ils travaillent pour nos clients. Vous travaillez pour vos collaborateurs et ils travaillent pour vos clients. Alors, on va regarder cet élément et puis on va poursuivre avec les questions. Nous nous sommes rendus dans les bureaux de Radio Balafon, 90.3 FM, à Bonamoussadi, Douala, au lieu du Sable. Nous avons assisté quelques minutes à l'émission Sacré Matin, la matinale, présentée par Monsieur Cyril Bojiko, Emmanuel Coco et Marie-Flore Amassana. Émission diffusée tous les jours, de lundi à vendredi, entre 6h et 9h. L'ambiance et la convivialité y sont. Les thématiques à la fois intéressantes, pertinentes, parfois avec beaucoup d'humour. Regardons plutôt. Quand M. Bojiko est convoqué en tant que citoyen, il peut exprimer un certain nombre de choses. Quand il est convoqué comme journaliste, il parle des désirata, de l'exertion de la profession de journaliste. Nous avons également interviewé 2 employés de Radio Balafon, Liliane Lafone et Charles Douglas Demba, qui nous ont un peu parlé de M. Bojiko à tour de rôle. If I were to describe Cyril Bojiko, I would just put forth a smile first, because he is such a sociable person, a pushful man, motivator, someone that encourages and brings out the best in you.
You know, there are some points that you feel like you cannot do something beyond your limit. You feel like you have reached the elastic limit. He's able to extend that elastic limit of yours. That is who Cyril Boshiko is, and he's a very sociable person. I'm from the Northwest region. I don't know him. I've never seen him before. And the first time I came to his radio, he was very welcoming with me, and he treated me as if I were his daughter. So that just those little things that he does, you see someone who has a great ambition, a great vision for the nation Cameroon, and also even for his co-workers. So his co-workers are like his family members, and with that kind of environment, everything just moves on perfectly. I say Cyril Boshiko is indeed a professional mentor to me, and it's a privilege to work with him. Alors, je vais vous dire, la première chose qui m'a frappé sur Cyril Boshiko, c'est la vision. C'est un monsieur qui a une vision, parce que à mon arrivée à Balafon, dès la prise de contact, le premier entrevue, j'ai tout de suite senti la vision et j'ai vu quelqu'un qui avait un grand cœur. Et ce sont des choses qui m'ont marqué. Ils sont, pour avoir fait quelques structures, quelques médias ici, ils sont rares, ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs camerounais qui mettent l'employé au centre des préoccupations. Ça m'a vraiment marqué. Et je crois que peu importe ce qu'il peut avoir comme difficulté, l'employé est à même de pouvoir tout donner pour que les choses marchent. Et il y a toujours ce discours-là, qui n'est jamais une brimade, mais qui est souvent un rappel à l'ordre, parce qu'il aime également bien la rigueur. Donc je crois que pour moi, les mots que je peux utiliser, rigueur, vision et humanisme. Monsieur Boshiko, vous êtes chef d'entreprise, enseignant, manager, promoteur culturel, MC aussi. Toutes ces occupations vous permettent-ils de passer suffisamment de temps avec votre épouse et vos enfants? Bien sûr. Oui, tout est dans l'organisation. Il faut se lever tôt le matin pour sacré matin, tous les jours. Oui. Oui. Je passe du temps avec eux. Je passe du temps nécessaire avec eux. Il ne faut pas trop en faire non plus. Il n'y a pas une mesure de temps qu'on passe avec ses enfants et sa femme. Ce n'est pas la durée du contact qui est plus important. C'est l'intensité du contact. On peut passer une semaine avec les enfants à la maison, mais une semaine inutile. Je m'arrange à chaque fois à trouver la mesure, parce que Dieu est dans la mesure. Je n'en fais pas trop, je n'en fais pas moins. Ce n'est pas la longueur du temps qui marque une relation, mais c'est la qualité de la relation, la qualité du temps, l'impact. On peut passer un mois avec quelqu'un et ne rien lui apporter, mais en une heure, on peut lui apporter beaucoup pour la vie. Et moi, c'est comme ça que je m'inscris dans ces genres. Vous savez, j'évite souvent de gaspiller les énergies. Et je n'aime pas être inutile, je n'aime pas être encombrant. Je ne cherche pas à être important, je vous l'ai dit. Je veux simplement être utile. Et c'est ma plus grande fierté de savoir que je suis utile. C'est pourquoi dans toutes mes démarches relationnelles avec les gens, il y a une seule chose qui me hante l'esprit, c'est d'être quelqu'un de fiable sur qui on peut compter. C'est tout. Le reste, pour moi, n'a pas d'importance. D'accord. Nous avons demandé à nos internautes de vous poser des questions et il y a eu beaucoup de réactions. Je vais commencer par Franck-Olivier Fopossi qui a demandé « C'est quoi votre proposition sur le grand dialogue national ?» Pour l'instant, je vais vous dire que je suis de près cette actualité puisque je suis journaliste. Oui. Et que jusqu'ici, je n'ai vu aucune mauvaise proposition. Vous savez, chaque Camerounais veut aspirer à un mieux-être. Chacun veut que le Cameroun soit un pays debout, un pays solide, un pays prospère et conquérant. Et jusqu'ici, quelles que soient les méthodes utilisées par les uns et les autres, tout ce qu'on a proposé jusqu'ici, j'accède à toutes ces propositions. Maintenant, à ceux qui vont trouver des avis contraires, de les motiver. Moi, pour l'instant, je suis d'accord avec toute proposition qui arrive, surtout celle qui vient du bas peuple, surtout celle qui vient de la classe moyenne, surtout celle qui vient de celle qui n'est pas aux commandes. J'accède à toutes ces propositions. Et je me fie tant de ceux qui nous gouvernent. Parce que vous savez, le pouvoir, c'est une obsession. Lorsqu'on l'a, c'est comme la bourgeoisie.
une fois qu'on est bourgeois, on méprise les autres. Donc, je me méfie tant de nos gouvernants parce que leur sincérité n'est pas à défendre ici, mais surtout ceux qui aspirent à quelque chose de plus grand, ce sont ceux qui vont vers ce dialogue-là, notamment la société civile, certains partis politiques de bonne foi, et puis ceux qui font des propositions. J'accède à toutes ces propositions. Moi, je n'ai pas une proposition particulière. Si j'avais une affaire, ça n'a rien à voir avec ce dialogue, ce serait sur la dépénalisation des délits de presse. Vous voyez que dans ce pays, le Cameroun, il y a une loi un peu bizarre qui dit que si vous êtes propriétaire d'une chaîne de radio, de télévision ou de journal et que votre journaliste a écrit quelque chose qui ne soit pas correct, il sera cité en justice, il sera esté en justice en même temps que vous et condamné à la même peine que vous. Ça veut dire que moi, chef d'entreprise, donc homme d'affaires, je crée une entreprise pour créer de la valeur, payer les impôts, donner des emplois aux Camerounais. Je suis à Londres ou dans mon village en Bouddha. Un journaliste reste faire un article qui ne plaît pas à un sous-préfet, qui décide d'attaquer en justice le journaliste et l'organe de presse, et partant, moi qui étais au village calmement dans mes plantations. On va au tribunal alors que je ne suis même pas journaliste. Il prend 15 ans, je prends 15 ans. Il prend 5 ans, il prend 5 ans parce qu'on dit que je suis solidaire. J'aurais dû contrôler son article. Vous vous rendez compte que si un promoteur d'entreprise n'est pas journaliste, vous pensez qu'il va contrôler quoi dans un article de presse? Est-ce qu'il a qualité? De la même manière, dans ce cas-là, ça marche. Si tel est le cas, eh bien, si un policier a causé une bavure, que le commissaire soit sanctionné au même titre que le policier. Si le ministre a détourné l'argent, que le président aille en prison avec le ministre. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez, moi à ce niveau-là, si j'allais à ce dialogue, j'allais voir le Premier ministre, mais monsieur le Premier ministre, enlevez ça. Séparez les choses. On peut créer une entreprise de presse, mais on n'est pas un homme de presse. On n'est qu'un homme d'affaires. Comme beaucoup d'autres le font aujourd'hui, quand même, beaucoup de patrons de presse ne sont pas des hommes de presse. Bon, moi, je le suis parce que, bon, moi, je suis une exception. Je suis pas une exception, nous ne sommes pas nombreux. Beaucoup de mes confrères qui sont là ne sont pas des hommes de presse, mais qui ont les moyens de créer des entreprises de presse. Mais on va envoyer un jeune homme d'affaires en prison parce qu'un journaliste a écrit quelque chose à dessein ou contre, pour nuire à autrui. Vous voyez, pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, mais Punja va passer par là à un moment donné. Donc, ça peut arriver. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut arrêter d'intimider la presse. Je pense que dans ce pays, on a assez méprisé et intimidé la presse, mais ça ne fait plus peur aux gens. La presse aujourd'hui a pris un certain contrôle de ses actions, même si la qualité des publications peut encore être discutable. D'accord. Il y a Woodpad qui demande que pensez-vous de l'arrestation arbitraire de M. Maurice Kamto et ses alliés? Bon, écoutez, je crois que le magistrat instructeur a toutes les raisons de poursuivre M. Kamto en justice. Il va les défendre. Et M. Kamto, le professeur ministre Kamto a toutes les raisons de se défendre. Il va se défendre. Dans une affaire comme celle-là où on parle de crise post-électorale et tout ce qui peut venir avec, c'est vrai, c'est un peu dommage qu'on en soit arrivé à une telle situation. Moi, je suis très mal pour le président Paul Biya. Je suis mal parce que Paul Biya, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'avait jamais mis un opposant en prison, du moins un challenger en prison. Je m'étais dit, ça c'est un acquis du renouveau, c'est un acquis de la démocratie, c'est ça un vrai démocrate. Qu'il ait mis le professeur Kamto en prison, sur ce que Kamto a fait, j'en sais rien, je ne suis pas dans l'affaire, mais c'est la forme qui me dérange un peu. C'est que pourquoi attendre la fin de ce mandat, pourquoi attendre la fin d'une carrière politique pour avoir ce petit crochet dans son casier politique, avoir mis un opposant en prison. Il aurait pu demander qu'on laisse le professeur Kamto et qu'on le mette en résidence surveillée ou qu'il comparaisse libre. Ça n'aurait pas dérangé les gens. Bon, on m'a dit qu'ils ont marché. Moi, je n'étais pas là quand ils marchaient. Moi, j'étais aux États-Unis. Oui. Et j'ai lu sur Internet, comme tout le monde, qu'ils ont fait, ils ont tenté une marche, ils ont fait une marche. Oui. Et puis, on les a arrêtés des jours après ou 2 jours après chez M. Abel Zongang. Exactement. Bon, pour moi, c'était un peu sévère. Parce qu'on demande aux sécessionnistes qui ont pris des armes pour décapiter les militaires, pour violer les femmes, pour détruire les écoles. On a dit, remettez les armes et revenez dans la vie normale. Mais un homme qui a essayé de marcher pour crier, pour réclamer une victoire qui n'a même pas encore justifiée, parce que Kamto n'a pas encore prouvé qu'il a gagné l'élection présidentielle. Les chiffres donnent M. Biya, le président Biya, vainqueur, et Kamto, challenger, dont le second, Cabral, troisième. Bon, on s'en tient d'abord à ça. Maintenant, s'il y a des preuves du contraire qu'on nous les présente, on va comprendre, on va s'analyser.
Bon, comme je dis, quelqu'un qui a voulu marcher, qui n'a pas tué, a été mis en prison. On me dit, ah, mais peut-être ils ont cassé les ambassades. J'ai dit, bon, ok, dans ce cas, c'est une autre affaire. Je suis impatient de voir ce que ça donnera ce procès. Nous tous, on attend la vérité. Rendez-vous le 8 Voilà, tout le monde- octobre 2019. Justement, tout le monde attend cette vérité-là. Et puis, j'espère que ce ne sera pas... ma crainte, c'est que ce soit un procès dont l'issue pourra ranimer les tensions sociales. Nous sommes allés au dialogue et pour moi, c'était d'ailleurs la belle occasion de faire table rase sur toutes ces questions, qu'on en sorte et qu'on rebâtisse une nouvelle confiance nationale, une confiance sociale. Aller au dialogue pour les uns et laisser les autres en prison, qui plus est, le professeur Kamto. Je me souviens de Bakassi quand même. Ne soyons pas ingrats. Je me souviens de Bakassi, j'ai dit, je me pense un peu à tout ce qui peut être. Ce grand avocat de renommée mondiale, respecté à travers le monde entier. Je me dis, on n'en a pas beaucoup pour en gaspiller. Vous voyez un peu ça? Exactement. Valsero, pour moi, c'est le Tikenja Fakoli du Cameroun. On n'en a pas d'assez courageux, mis à part Longuet, pour en bastiller. On a marqué des médecins parmi eux qui ont marché. Les médecins, on en a pas assez dans ce pays. On en a pas assez pour en bastiller. Mais ceux qui ont coupé les têtes des militaires, qui ont éventré les gendarmes, ils ont affaissé l'économie nationale après, avec la guerre sur le Nord-Ouest. On veut négocier avec eux. Ben ouais, bon, je ne comprends pas un peu le phénomène en politique, mais j'observe, comme tout le monde, avec l'espérance que, bien, on sortira de là plus grandi. Ce sont des crises. Une crise, lorsqu'elle ne détruit pas un peuple, elle le grandit. Nous, on sortira soit décapité, Sois plus fort. soit plus fort. Et je pense qu'on sortira plus fort. D'où ce dialogue. Il faut qu'on en saisisse l'occasion. On saisit l'occasion justement pour régler nos problèmes, lever les malentendus, éclairer les points obscurs, se parler véritablement en face, en toute sincérité, en toute vérité, et se parler pas pour nous, se parler pour ceux qui viennent derrière nous. Et ainsi on rentrera dans l'histoire. Laurent Joël Didier demande pourquoi semblez-vous avoir un penchant très poussé pour Monsieur Cabral Libye? Cabral Libye, nous nous connaissons déjà particulièrement avant qu'il n'entre en politique. C'est tout à fait normal. Si demain vous êtes juge dans un tribunal, vous avez un prévenu qui est votre ancien bailleur, votre ancien locataire ou votre ancien ami d'enfance, un camarade de classe. Je vous assure, quel que soit votre niveau de professionnalisme, vous aurez un penchant pour cet homme que vous avez connu dans une autre vie avant qu'il ne soit le prévenu qui est devant vous. Même si au regard de la loi, vous allez le juger. Conformément au texte, une chose est sûre, il aura un traitement à 1% différent, même si ça ne va pas changer la condamnation ou la libération ou l'acquittement, si tel est le cas ou l'autre. Vous ne serez pas le même devant celui-là, parce que vous êtes d'abord un humain, sauf si vous êtes un monstre. Cabral Libye, c'est qui? C'est un ami avant qu'il entre en politique. C'est un analyste des questions politiques. C'est un journaliste comme moi. C'est un jeune, courageux, fougueux, plein d'ambition, qui nourrit beaucoup de grands espoirs pour le Cameroun, qui a toujours mis le système au banc des accusations par rapport à certaines dérives, autoritaires ou totalitaires. Courageux, pertinent, sur les plateaux de télévision. On a aimé ce Cabral, celui qu'on a connu. Quand j'ai lancé Radio Balafon, Cabral m'a prêté gratuitement ses services comme consultant. Je ne l'ai pas payé pour ça. Maintenant, quand Cabral décide d'entrer en politique, il n'a demandé l'avis de personne. Et j'étais l'un des premiers à ne pas croire à son histoire là. Jusqu'à ce que je me rende compte que ce gars est vraiment sérieux et qu'il ne fait qu'avancer. J'ai commencé à être encore admiratif de cette démarche politique. Jusqu'au jour où, humblement, il m'a sollicité pour avoir un peu d'argent pour La caution? sa candidature. C'est à ce moment-là que je me rends compte à quel point je peux lui être utile. Et je vous ai dit, j'aime être utile parfois. Et on fait l'opération, ça marche. Du moins, je sais que ça a marché. Parce que devant moi, on a collecté pas mal, ailleurs, et ainsi de suite. Tout ce qu'on a dit après, je n'étais pas là, je ne refuse pas, non plus je n'en ai pas. Mais je parle de ce que j'aime, je dis juste ce que je sais. Je ne juge pas ce que je pense, je juge ce que je sais. Comment ne pas avoir un penchant pour Cabral Libye? Paul Biya n'est pas mon camarade de classe. Je ne le connais pas. Est-ce qu'il sait que j'existe?
Je pense qu'ici vous existez, monsieur Boujiko. Cabral m'appelle par mon nom. Il a mon numéro de téléphone. Oui. J'ai reçu tous les candidats. J'étais admiratif de tous les candidats. Pour ce Kamto était là, il m'a impressionné. Il m'a blasé par son ambition pour le Cameroun. Le président Paul Biya m'impressionne par son expérience et sa longévité au pouvoir. C'est pas qui veut, mais c'est qui peut, comme il avait dit. Il me dit, il faut Franklin qui arrive, pasteur, qui veut apporter sa part de changement au Cameroun. J'ai dit, mais pourquoi pas si Dieu lui a parlé. Mon ami est un ami de Canada, M. Matomba. Serge Espoir Matomba. Lui aussi. Donc, vous voyez que c'est aussi une affaire de génération. Oui. Sachez une chose, madame. Chaque génération a ses héros et ses zéros. J'ai beau aujourd'hui taper le tam-tam pour le président Paul Biya. S'il est réélu, ce n'est pas un exploit pour moi. Mais si je tape le tam-tam pour Cabral ou pour Matomba, il est élu. On verra ma main là-dedans, vrai ou faux. Ouais. Mais chacun veut marquer son empreinte de quelque chose. Oui. Vous comprenez? C'est exactement comme si vous dites que oui, Bendeka, si je prends Bendeka le jour matin, papa, je fais la publicité de Bendeka, promotion à l'antenne, je fais le buzz sur Bendeka. Bendeka, le disque d'or avant que je ne commence à parler à la radio, non? On verra ma main dedans. Non. Mais si je prends un artiste qu'on ne connaît pas, je le place dans, on dit que voilà. Vous savez, aujourd'hui, on dit que Samy Diko est une fabrication de Léonard Châtelain. Mais c'est vrai. Samy Diko, c'est Châtelain. Petit pays, c'est Moïse Banteke. Pourquoi vous voulez penser que moi, je marque mon temps? Je dois aussi marquer mon temps. C'est légitime, non? J'ai quel âge? Donc, je vais... Bon, ok, j'aurai un penchant pour Jean Kueté et pour Nyat. Ces gens étaient déjà des baos avant même que je ne vienne au monde. Je dois faire avec mon temps, puisque j'aspire à un meilleur avenir. Et constatant que ces gars, aujourd'hui, qui en politique, ont des projets neufs, ils ont des visions qui cadrent avec les réalités actuelles. Même s'ils n'ont pas forcément l'expérience des anciens, ce dont ils devraient forcément avoir, je ne peux être qu'admiratif de voir autant de gars courageux qui peuvent décider de challenger le vieux lion. C'est pas donné quand même, non? Donc il faut être admiratif. Ghislaine Okwomi, quelles sont les causes que vous défendez? Si elle a besoin de votre aide pour promouvoir un projet sans but lucratif en faveur des femmes battues et des enfants, quelles seraient les conditions? Tous les projets qui sont nobles, j'y adhère. Qu'est-ce que je défends? La justice, le respect, la promotion des valeurs. Je l'ai toujours dit, je lutte contre les injustices et les abus. Je n'aime pas les puissants méchants. Ils me dégoûtent. Le pouvoir, c'est la capacité de protéger les plus faibles et non de les écraser. C'est ça le pouvoir pour moi. Le pouvoir qui vient de Dieu, c'est celui avec lequel on protège les plus faibles. Ce n'est pas celui avec lequel on les écrase. Mais si tu es puissant, affronte Goliath comme David l'avait fait. Si elle veut me rencontrer pour des projets comme ceux-là, quand on dit femmes battues, pour moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire femmes battues. Il n'y a pas de femmes battues. Battues par des hommes, violence... Non, il y a des hommes qui sont battus par les femmes aussi. Mais c'est rare. Une femme battue est une femme... Non, battre, c'est la défaite. C'est administrer une défaite à quelqu'un. Union a battu Canon, Tonnet a battu Diamant de Yaoundé. Je pense plutôt qu'il y a des violences qui sont faites aux femmes. Et je lutte contre toute forme de violence, quelle que soit la victime, homme comme femme ou comme enfant. Mais madame, ce n'est pas la violence physique qui est la plus difficile, la plus atroce. C'est la violence psychologique. On vous a montré que vous n'êtes rien et que vous n'existez pas. Que vous êtes un moins que rien dans une maison. Pour un homme que vous avez librement choisi d'épouser, qui, 3 ans après, vous traite moins qu'une chose, moins que sa paire de chaussures, qui accorde de la valeur aux choses plus qu'aux gens, qui font de leurs femmes des ménagères ou des compagnes de plaisir, sans toutefois se demander ce qu'elles apportent à ces personnes. Et même, ces femmes qui font des hommes des vaches à lait, elles font semblant de vous aimer, mais le cœur bat pour quelqu'un d'autre. Elles vous séduisent, et quand la séduction est satanique, vous libérez les poches.
Elle vous suce, elle vous vide, elle vous essore et elle s'en va. Ça, c'est une autre forme de violence. Derrière 10 hommes qui ont chuté, il y a 9 femmes. Monsieur Bojiko. Derrière 10 hommes qui ont fait faillite, madame, il y a 9 femmes. Bon, quelqu'un dit qu'il y a 12 femmes. Je voulais être modeste. Vous ne voyez jamais ce côté. Ah, les femmes sont battues. Mais attendez, les hommes sont ruinés par les femmes. Détruits par les femmes. Même les hommes. Ne généralisons pas. Pas par leurs femmes. Oui. Pas par leurs femmes. Par qui? Parfois, c'est la maîtresse. Sang à l'œil. Elle sait que vous êtes marié, elle s'en fout. Elle vous essore. Vous avez des enfants, elle s'en tape. Elle vous plume. Elle mène sa belle vie. Et quand c'est fini, elle va ailleurs. C'est une autre violence, madame. Et qui a même de, en tout cas, quand vous levez la main sur une femme, c'est elle qui sent mal. Oui. Mais quand un homme chute, c'est tout un ensemble de personnes qui en souffrent. Mais j'attends un jour quand les femmes vont se lever pour dire aujourd'hui, je crée une ONG pour lutter contre les panthères. Pour dire arrêtez la panthérisation des hommes mariés. Même quand vous volez, soyez quand même modeste. Arrêtez de plumer les maris d'autrui. Respectez les maris d'autrui. Oui, ça c'est mon ONG. Qui tape encore la femme aujourd'hui? Il y en a qui le font, monsieur. Ah, mais écoutez, et vous pleurez quand vous tapez? J'ai jamais été battue. Hein, quand vous savez la grande psychologie, c'est que c'est, madame. Ça vous envoie tout de suite au suicide. Lorsqu'on est sur vous la violence physique, elle a un impact de chair. Mais lorsque sur vous, on exerce une violence psychologique, morale et émotionnelle, madame, vous n'êtes plus la même personne. Vous devenez méchant, aigri, dangereux pour la société. Vous en voulez à tout le monde. Vous devenez un poison social. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais aussi qu'on expose cette forme de violence. Tous les jours, les femmes battues, on a les financements, les femmes battues, il y a des femmes qui aiment qu'on les tape. Mon gars m'a tapé. Après, il m'a flatté. Il m'a amené faire le shopping. Il m'aimait. Si un homme vous frappe et vous laisse pleurer pendant 2 jours, il ne revient pas. Vous allez saisir une ONG, non? Mais si l'homme vous frappe, à la fin, il dit que chérie, allons faire un tour en ville. Vraiment, j'ai mal fait. C'était un peu, tu sais, le stress du travail. Vraiment, je suis allé un peu trop long, on va arranger ça. Il vous fait 2 sacs de belles robes là, avec 4 paires de chaussures. Un petit tour au restaurant. Vous allez saisir l'ONG. Nous sommes arrivés au thème de notre entretien. Alors, je vais lever ma tasse pour souhaiter longue vie à toutes vos entreprises. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est toujours belle comme vous l'êtes. Merci, monsieur Bojiko. Je terminerai pas sans faire un coucou à Def Karine Fashion qui est située à Bonamoussadi, Carrefour Eto. Je suis habillée par elle. À bientôt pour la prochaine édition de votre émission Un jour une célébrité.